à toutes et à tous, bonjour à vous qui nous retrouvez pour ce nouveau live sur Chica Magazine. Alors normalement, si vous êtes ici, vous le savez déjà, nous avons l'immense plaisir de recevoir Marilène Patoumatis. Bonjour Marilène. Bonjour. Alors Marilène est préhistorienne, paléoanthropologue et elle a écrit un bouquin qui est juste ici. L'homme préhistorique, est aussi une femme, donc chez Alary, un livre qui nous a passionnés, dont on va parler aujourd'hui, on va échanger ensemble, puisque dans son livre, Marilène déconstruit tous les stéréotypes, tous les clichés que l'on a en tête sur les femmes préhistoriques. Vous le savez, on adore ça chez Chica, et c'est pour cette même raison que notre Chica 8, tout frais, qui est ici, voilà, que l'on a reçu lundi, que vous allez bientôt recevoir chez vous, ou vous pouvez encore commander sur chica.fr comme d'habitude, a pour dossier principal « Qui es-tu, Miss Préhistorique ?» Alors, écoutez, c'est parti. Mais avant de déconstruire les clichés, on va être un peu pédago, parce que Marilène, la préhistoire, c'est une période immense que traditionnellement on divise en deux parties, donc le paléolithique et le néolithique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Marilène? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, de façon très très simple, il y a une très longue période avec l'apparition des plus anciens ancêtres, que vous connaissez peut-être, les Australopithèques, Lucie, etc. Donc là, on remonte à presque 8, 7, 6 millions d'années, loin. Mais là, la période dont on va surtout parler, c'est une période plus proche de nous, mais qui est toujours dans ce paléolithique et qui va se terminer donc à peu près vers 10 000 ans, 12 000 ans, au moment où on va changer d'économie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va être d'abord des chasseurs-cueilleurs pendant donc très longtemps, vous imaginez, de 7 millions d'années jusqu'à 10 000 ans, on va être des chasseurs-cueilleurs, nomades. Alors nomades, c'est pas tous les matins qu'on prend son petit baluchon. Non, ça veut dire que 2 fois dans l'année, on va migrer soit vers le nord, soit vers le sud, en fonction évidemment du climat. Et donc ça, c'est une période importante. Aussi, vous avez sûrement entendu parler que là, il y a des glaciations et des interglaciations pendant cette période. Et ça, c'est important parce qu'il y a un moment donné qui va faire très froid, qu'on va avoir le mammouth, par exemple, qui est très très important dans la vie des humains préhistoriques. Et après, donc, cette grande période, on va avec le réchauffement climatique, et oui, on en parle déjà dans la préhistoire, il y a 12 000 ans, on commence sur le fameux réchauffement climatique, et les humains, d'un seul coup, certains vont toujours rester chasseurs-cueilleurs, mais d'autres vont, notamment ceux qui habitent, voyez, vers la Turquie actuellement, vers ce Proche-Orient aussi, vont devenir des agriculteurs et des éleveurs. On va domestiquer les plantes, domestiquer les animaux. Et avant, c'est parce qu'on était devenus des très grands chasseurs et chasseuses que l'on s'était sédentarisé, c'est-à-dire qu'on bougeait moins, qu'on ne faisait pas des grands déplacements. Et c'est grâce à ça, en fin de compte, ce changement, qu'on va pouvoir d'un seul coup faire cette culture de ces graminées. Il y avait plein de plantes sauvages, certaines donc vont être domestiquées, et par exemple les graminées sauvages que mangeaient les mammouths, vont donner les céréales. Donc là, on change complètement, et cette période, vous voyez, de néolithique, elle a seulement, pour moi c'est très récent, elle a seulement 12 000 ans. Voilà. Donc c'est hier. Une jeunesse, tout à fait. Il y a beaucoup de choses déjà dans ce que vous dites, et on comprend donc l'immensité de cette période que l'on a tendance à se représenter comme un gros bloc. On voit ça en CE2. Après, ça tombe un peu aux oubliettes, mais c'est tellement vaste que vous aimez parler de culture. Il y a différentes cultures, différentes sociétés, et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On l'a dit, on a plein de clichés, plein d'idées reçues sur la préhistoire, notamment parce qu'on l'étudie pas beaucoup à l'école. Ça, c'est un autre sujet, mais surtout parce que les premières personnes à s'intéresser à la préhistoire, les premiers préhistoriens, ce sont les hommes des années 1860. Et donc on a hérité d'eux, encore aujourd'hui, des idées reçues qui étaient bien ancrées. Quelles étaient-elles, Marilène? Oui, alors déjà, faut voir que cette discipline qu'on appelle la préhistoire, et nous, les préhistoriens, c'est jeune, ou même pour vous, ça me paraît peut-être loin, le 19e siècle, mais non, c'est une discipline jeune, et cette période du 19e siècle, elle est très importante parce que c'est une période où il y a beaucoup de nouveautés technologiques, il y a beaucoup d'inventions scientifiques,
Donc il y a un grand progrès technique qui va amener d'ailleurs à l'industrialisation. Hein. On va commencer à avoir les usines, etc. On va changer, on va plus être seulement des éleveurs, des agriculteurs, des paysans. On va devenir industriels. On va faire des produits. Et là, c'est une période importante de science. Et dans cette science, il va y avoir non seulement bien sûr la préhistoire, mais il va y avoir aussi l'anthropologie. Et à ce moment-là, malheureusement aussi, cette science, il faut le dire, va être mal utilisée. On va même appeler ça, un grand chercheur américain s'appelle Stephen Gould, va même appeler la mal-mesure de l'homme. C'est-à-dire qu'on va faire des mesures sur des êtres humains pendant cette période du 19e. On va prendre des mesures et à partir de ces mesures, on va regarder par rapport aux mesures des crânes, etc., le fait que vous êtes mâchoire plus en avant ou pas. On va regarder par rapport aux grands singes. Les grands singes, vous savez, gorilles, chimpanzés. Et donc on va regarder. Et les peuples qui vont rentrer dans cette catégorie les plus proches au niveau des mesures des grands singes, on va les appeler des inférieurs. On va faire des races. Hein, on va faire des races et on va les hiérarchiser. Il va y avoir des races supérieures, il va y avoir des races inférieures. Et évidemment, comme l'anthropologie, elle est faite par des hommes, évidemment, de l'homme, mais aussi l'occidental, celui qui vit en Europe, et notamment en Europe occidentale. Donc là, évidemment, blanc. Et on va avoir des catégories donc comme les races jaunes, les races noires et tout qui vont être inférieures aux races blanches. Mais aussi au niveau de la femme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec ces mesures, eh ben les anthropologues vont nous dire, alors que c'est complètement faux, il n'y a pas de race, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Mais eux, ils vont dire, c'est plus petit le crâne, etc., etc. Mais forcément, parce qu'on est plus petite. Mais ils vont décider que là aussi, on est inférieur aux hommes. Et en plus, dans chaque catégorie, dans chaque ce qu'ils appelaient race. Donc, vous voyez, c'est important parce que là, on voit comme quoi il faut être prudent au niveau de la recherche, de la science, puisqu'on peut faire des choses terribles. Parce que si on dit que des humains sont inférieurs, eh ben, on peut les exploiter, on peut voilà, les mettre en esclavage, on peut faire des choses terribles, hein, qu'a marqué bien sûr tout le 19e, mais aussi le 20e siècle, hein, le siècle dernier avec toutes les guerres et les souffrances qu'il y a eu. Donc c'est important, et la préhistoire est dans ça. Et donc pour les préhistoriens, qui sont tous des hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes préhistoriennes à l'époque, évidemment, puisque c'est le code Napoléon, la femme, elle est inférieure à l'homme, mais aussi elle est subordonnée. Elle est dépendante, elle est sous tutelle, elle est dépendante de son mari, de son père d'abord, ensuite de son mari, et si son mari meurt, de son fils. Donc, vous voyez, la femme n'existe pas, elle est dans son foyer, elle peut travailler, mais là, c'est vraiment pour amener de la nourriture, mais sinon, elle n'a aucun pouvoir dans la société. Et que vont faire ces préhistoriens? Mais ils vont appliquer ce schéma, donc de leur vie à eux, où la femme est considérée comme inférieure, comme subordonnée, comme ne faisant que des tâches domestiques, dans le domaine privé, s'occuper des enfants, mais aussi tout ce qui est la maison, eh ben, ils vont faire pareil. Ils vont dire, ben voilà, pendant la préhistoire, alors que ça soit avec nos amis les Néandertaliens, ou que ça soit avec les premiers Cro-Magnons, nos ancêtres directs, ben, ils vont faire voilà. Ben, c'est leur société, c'est comme ça. Donc, la femme, elle n'a rien, elle s'occupe des enfants, et puis elle attend le grand chasseur qui revienne avec le gibier. Et voilà, donc on a ces clichés. En plus, très souvent, évidemment, on a une vision avec les romans préhistoriques, parce qu'à l'époque, bien sûr, la préhistoire va tout de suite fasciner. Hein, on va trouver des fossiles, des squelettes, tout ça. Et donc, il va y avoir des romans, des peintures et tout. Et là, on va voir ça. C'est-à-dire que tous les dessins, tous les livres illustrés, voilà, de l'époque, eh ben, ils vont nous montrer une femme qui est tirée par les cheveux, voilà, par un homme préhistorique, et puis je vous dis, avec son gourdin. Bon, ça aussi, c'est faux. Hein. Les humains préhistoriques de l'époque sont incroyablement inventeurs et inventrices. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils parlent de rien. Ils ont taillé des outils. Ils ont aussi fait des choses extraordinaires comme tous l'art dans les grottes et toutes les sculptures. Bref, ils font plein de choses. Et il y a plein de sociétés différentes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des clichés qui remontent à cette période parce que, à cette période, la femme est inférieure, certaines races sont inférieures, la société occidentale, c'est la plus grande société, donc tout est calqué sur ça, et ça, on va avoir ça pendant plusieurs dizaines d'années. C'est très, bien sûr, c'est au cours du XXe siècle, mais seulement de la deuxième partie du XXe siècle qu'on va commencer à changer un peu tout ça.
Voilà, au moment des années 1970, les premières études de genre, les archéologues féministes, notamment aux États-Unis, ce que vous détaillez bien, voilà, les archéologues américaines qui vont dire hep, mais tout ça, elle est où la véracité scientifique? Nous, on veut les faits. Et c'est dans cette démarche, évidemment, que s'inscrit votre livre également. Vous parlez, voilà, de l'infériorité des femmes, en tout cas celles que l'on considère, que les hommes les préhistoriens de l'époque considèrent, que l'on a vu parce qu'on nous les a représentées telles quelles, les femmes préhistoriques inférieures. Et pourtant, ce qu'on apprend, ce que j'ai appris en tout cas en vous lisant, c'est que déjà les femmes préhistoriques, en tout cas certaines, étaient très robustes. Le dimorphisme sexuel s'est accentué au moment du néolithique. On va en reparler juste après. Mais voilà, en fait, à partir du moment où il y a la bipédie, le dimorphisme sexuel n'existe quasiment plus. Hein, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on va voir, bon, au début, c'est vrai qu'on a, il y a 7-8 millions d'années, vraiment loin dans nos ancêtres, on a encore du dimorphisme, c'est-à-dire qu'on a encore ce qu'on peut appeler les mâles et les femelles, assez, on peut les distinguer, des canines un peu plus marquées, certains même, les australopithèques ont une légère crête, les mâles, une légère crête au niveau du crâne, qu'on appelle sagittale. Donc il y a encore des différences, mais petit à petit, surtout lorsqu'on va devenir homo, le genre homo. Vous savez, nous sommes les homo sapiens sapiens. Et là, je ne sais pas si c'est vrai, hein, ça veut dire qu'on est 2 fois sage. Sapiens, ça veut dire sage. Donc nous serions 2 fois sages. Voilà. Et les néandertaliens, par exemple, qui sont très proches, hein, sont des homo néandertalensis. Donc ce qui est très intéressant de voir, c'est que au moment où ce genre qu'on appelle homo va apparaître, tout ça, ça se passe en Afrique. Sur le continent africain, ce ne sont pas des Africains, mais ce sont des humains qui apparaissent sur ce continent. On va devenir à ce moment-là différents, c'est-à-dire que on va commencer à grandir, commencer à avoir un cerveau plus important. Et là, le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre les hommes et les femmes, à part le fait chez une femme d'avoir des seins et de pouvoir mettre au monde des enfants, sinon, en fin de compte, ça diminue. Il y a presque pas de différence. Et ce que nous disaient les précurseurs de l'anthropologie à propos des femmes préhistoriques, c'est faux. Beaucoup de femmes étaient extrêmement robustes, comme les hommes. Il y avait quelques kilos de plus pour les hommes et quelques centimètres de plus, mais c'est tout. Et en réalité, il y a eu beaucoup d'erreurs, d'ailleurs, de détermination quand on trouvait les squelettes, parce que des fois, le squelette n'est pas très bien conservé, donc on n'a pas le bassin, ce qui est quand même le bassin, c'est vraiment l'os très important pour mettre en évidence un homme et une femme. Malheureusement, des fois, il n'est pas là ou il est très abîmé. Et là, quand c'était un squelette robuste, à l'époque, on disait, ah ben, c'est un homme. Et si c'était tout gracile, on disait, c'est une femme. Et maintenant, surprise, parce que nous avons ce qu'on appelle les moyens d'analyse de l'ADN. Vous avez sûrement entendu parler de l'ADN, donc on peut le faire. Et l'ADN nucléaire, notamment, nous permet de savoir si on est une femme, c'est-à-dire XX, au niveau des chromosomes, ou bien XY. Et là, donc, on voit d'un seul coup, par exemple, l'homme de Menton devenir la dame du Cavillon. Donc, vous voyez, c'est amusant parce que c'était c'était des idées préconçues, c'était des présupposés, peut-être même des préjugés sexistes. Et en fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ça, c'est une des choses. Mais autre chose aussi, très souvent, quand on avait une sépulture, et là, les sépultures, ça apparaît, on va dire, vers 120, 130 000 ans, avec les Néandertaliens au Proche-Orient, avec les Néandertaliens et avec les sapiens. Et dès les premières sépultures et tout ça, on voit pas de sépultures différentes pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas ce qu'on appelle plus de richesse, de mobilier riche. Il n'y a pas plus de coquillages ou plus de... Donc ça, c'est déjà une donnée importante. Il n'y a pas une différence. Et aussi, là aussi, on commettait des erreurs avant. C'est-à-dire que lorsqu'on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, s'il y avait à côté des outils, par exemple notamment des armes de chasse, on disait tout de suite, même si on n'était pas sûr parce que c'est mal conservé le squelette, que c'était un homme. Et là aussi, c'est pas vrai. On a découvert que des associations avec des armes
des armes de chasse, étaient avec des squelettes féminins. Donc tout ça est très complexe et il faut vraiment sortir de la tête ces clichés de femmes fragiles et de femmes qui étaient cantonnées à garder les enfants et, comme je dis, à balayer la grotte. Alors pour l'instant, il y a 2 questions. Je vais vous poser la première qui est posée par des sœurs et des livres et ça parle un peu plutôt de votre parcours. C'est ce qui vous a motivé à devenir archéologue. Ah oui, ça, je suis très heureuse de pouvoir en parler parce que je voudrais vraiment dire que faut pas avoir peur des sciences. Vous savez, moi, j'ai fait des sciences qu'on appelle des sciences dures. Moi, j'ai fait une grande école de physique, chimie, biologie. Après, j'ai fait la géologie. Donc, vous voyez, les sciences, bon, déjà de terrain et tout. Mais pourquoi? Parce que c'est la curiosité qui est là. Vous savez, comme quand j'étais petite, dans les champs, là, moi, j'ai été beaucoup en Dordogne, etc. Je trouvais, par exemple, des ammonites. Vous savez, les ammonites, c'est ces fossiles d'animaux marins qui ressemblent un peu à des nautiles ou à des escargots. Et ça, je m'interrogeais en disant, mais là, en pleine terre, il y a ce fossile marin, il y avait la mer avant, il y avait la mer. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut se laisser aller à une grande curiosité, parce que cette curiosité peut vous amener justement à rechercher l'histoire de la terre, l'histoire de la vie. Voilà comment c'est apparu, les animaux, les plantes, comment c'était avant. Avant, si je vous raconte qu'avant il y avait un seul continent, vous imaginez, c'est ce qu'on appelait la Pangée, un seul continent. Puis au cours du temps, ça s'est développé, ça s'est différencié en plusieurs continents. Et ben voilà, c'est pour ça que si on fait l'Afrique et l'Amérique du Sud, vous voyez l'Afrique, hop, ça va bien, c'est comme un puzzle, hein, parce qu'avant c'était ensemble. Donc tout ça attire l'attention, la curiosité, et donc faut pas avoir peur de ces sciences d'en faire, parce que justement petit à petit, vous pouvez arriver jusqu'à l'humain, jusqu'à faire archéologue, jusqu'à faire préhistorien, parce que voilà, à un moment donné, au cours de l'évolution, vont apparaître les humains, et ces humains, ils vont avoir plein de choses passionnantes, ils vont avoir différentes cultures. Moi, je travaille par exemple, vous voyez, en Sibérie. C'est loin là-bas, et c'est passionnant. Donc on trouve des choses extraordinaires sur les Néandertaliens, sur les premiers hommes modernes. Voilà, donc on voyage, c'est ça que je veux vous dire. On voyage, on rencontre des gens. Moi, mes collègues, ils sont de tous les pays. Et donc on discute, on échange. Il y a ça aussi, c'est de savoir qu'il faut être ouvert pour faire ces métiers-là et aussi aimer aller à la rencontre des autres, du terrain, faire des fouilles, gratter le sol. Et là, c'est passionnant, vous imaginez, parce que quand on part, on pense qu'on nous a dit, il y a des indices, parce qu'il y aura peut-être un site archéologique et tout ça. Bien sûr qu'on n'y va pas comme ça, le bec en l'air, on a des indices, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et on va peut-être trouver un truc extraordinaire. Un jour, j'ai peut-être trouvé en même temps un squelette de Sapiens avec un squelette de Néandertal. C'est tout à fait possible. On l'a pas encore trouvé, mais un jour, on va peut-être les trouver tous les deux dans la même tombe, dans la même sépulture. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est passionnant. Et après, au labo, vous revenez avec tout ce que vous avez trouvé lors des fouilles, et vous faites quoi? Vous cherchez les indices. Moi, j'essaie de comprendre la vie des femmes pendant cette période-là. Donc, je vais faire parler tout ce que je peux faire parler. Il y a les squelettes, il y a les os d'animaux, savoir qui chassaient, les outils et tout ça. Donc, on apprend tout ça. Et à partir de ça, on cherche les indices comme un détective pour trouver, voilà. Et après, bien sûr, souvent, il faut être modeste, on a plusieurs hypothèses. Donc, à la fin, vous voyez, il y a des hypothèses qui vont tomber. Non, c'est pas possible parce qu'on a telle preuve, etc. Et ça, c'est possible. Donc, à la fin, de temps en temps, il nous reste quelques hypothèses. Et c'est là qu'on peut, justement, les proposer et dire, voilà, je pense qu'à cette époque, on peut avoir le fait que certaines femmes participaient à la chasse, que certaines femmes taillaient des outils, que certaines femmes ont peut-être peint la grotte de Lascaux, peut-être peint la grotte de Chauvet avec des hommes. Pourquoi pas, puisque maintenant on sait qu'elles allaient dans ces grottes. Hein. Donc, vous voyez, on a ce métier, c'est quelque chose de complet, et c'est la curiosité. C'est ça, en tout cas moi personnellement, qui m'a amené à la curiosité. Et puis, je vais vous dire un secret aussi, c'est parce que j'ai eu la chance de faire un voyage extraordinaire. Moi, j'ai vécu pendant 3 mois dans le désert du Kalahari. C'est tout au bout de l'Afrique, hein, ce qu'on appelle l'Afrique australe. Donc au Botswana, un pays extraordinaire et tout, avec des bushmen. Les bushmen, c'est des San
quand ils savent comme ça, ils parlent comme ça, avec des clics. J'ai vécu avec eux, j'ai chassé avec eux, j'ai été à la cueillette avec eux, voilà, et c'était merveilleux. J'ai découvert un autre monde. Vous voyez, c'est la découverte, le côté passionnant de ce qu'on va trouver, hein, qui va changer les choses, qui vont apporter des, voilà, c'est extraordinaire et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Mais je vous encourage, n'ayez pas peur, faites des sciences naturelles, c'est passionnant. Il faut y aller, voilà. Il faut pas avoir peur, bien sûr que c'est pas facile, mais c'est pas si difficile. Et vous verrez, il y a tellement de plaisir, tellement de joie. Joie que l'on voit sous nos yeux en ce moment. Alors, il y a aussi Lolo Bernache qui a posé une question et qui vous demande ce qu'on a appris grâce au squelette de Lucie, dont il se souvient grâce à ses souvenirs d'écolier. Alors, donc déjà, Lucie, ça a été un moment important dans la fin des années 70. C'était un moment important parce que déjà, la première fois qu'on a donné un nom voilà, féminin, etc., donc c'était important. Et surtout, c'est devenu un mythe parce que on l'a... Ça, c'est toujours un coup des journalistes. Hein. On l'a tout de suite appelée la grand-mère de l'humanité. Alors ça parle. Hein, la grand-mère de l'humanité, c'est pas... Alors là aussi, je vais vous dire un autre secret. Lucie, c'est pas une ancêtre. Elle est ce qu'on appelle, vous savez, c'est comme les arbres. Hein. C'est comme quand vous faites votre généalogie. Vous commencez par vos parents, vos grands-parents, etc. Ben là, c'est pareil, ce qu'on va faire au niveau des espèces pour retrouver notre lignée. Et ben la pauvre Lucie, elle fait partie de ce qu'on appelle les Australopithèques afarensis, donc qui sont une petite branche, voilà, sur le côté qui va disparaître et qui est pas sur cette branche qui va donner donc qui va nous donner voilà l'espèce Homo sapiens. Donc mais elle a été très importante. Elle a été très importante d'abord parce que ça fait connaître aussi cette espèce. Hein. Ça a permis aussi de développer, notamment par Yves Coppens, sa théorie sur la séparation entre les grands singes et les humains. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, puisque nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés et les gorilles, pourquoi à un moment donné ça s'est séparé? Eh ben lui, il a proposé cette séparation à cause du climat, du rift africain, et notamment aussi à partir de Lucie. Donc c'est important pour ça et pour ce mythe, pour dire, ben voilà, pour une fois, on dit la grand-mère de l'humanité et non pas le grand-père. Mais alors là, en parlant de Lucie, puisque nous en sommes là, aujourd'hui, sa féminité est contestée, hein, c'est bien cela. Au niveau des eaux du bassin, on n'est plus trop sûr. Alors, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours une difficulté. Soit quand c'est mal conservé, ou soit quand c'est très ancien. Donc sur les bassins très anciens, dominines, comme on dit maintenant, d'Australopithèques très anciens, c'est très difficile. Alors là, on peut pas faire d'ADN parce que des fois, l'ADN, vous savez, pour faire de l'ADN, il faut que ce soit le collagène qu'on a dans les os, il faut qu'il soit bien conservé. Et avec le temps, malheureusement, il se détruit. Hein, donc plus un fossile est vieux, plus c'est difficile d'avoir du collagène de bonne qualité pour pouvoir faire les analyses ADN. Donc vous voyez, bon, voilà, là, on peut pas toujours le faire, en plus c'est quand même très cher. Donc là, on ne sait pas. Alors il y en a qui ont remis en question, mais d'autres maintiennent que c'est bien Lucie et pas Lucien, comme on a dit certains. Donc voilà, on est un petit peu dans ça, et pour l'instant ça demeure Lucie, mais c'est vrai que c'est remis en cause. Et comme on parlait tout à l'heure, il y a plein de squelettes qui étaient mis en hommes qui sont devenus femmes et en femmes qui sont devenus hommes, grâce justement à l'ADN, donc voilà, ou aussi à nos nouvelles techniques, vous savez, de 3D, de scanner 3D, etc. Donc là, on a quand même de plus en plus de précision. C'est pour ça qu'on peut aussi dire beaucoup de choses maintenant, beaucoup plus qu'avant en tout cas, parce que non seulement on a beaucoup de matériel archéologique, on a eu beaucoup de fouilles, il y a beaucoup de vestiges, beaucoup de restes humains, beaucoup de restes d'animaux, beaucoup d'outils, etc. Et aussi parce qu'on a des moyens techniques qui permettent d'aller plus loin. On fait des analyses biogéochimiques, on va aller chercher les micro-traces de tel aliment, on peut savoir quel aliment il a mangé. Si vous avez mangé beaucoup de viande, par exemple, on sait que les Néandertaliens étaient des grands chasseurs, j'ai beaucoup travaillé sur eux, étaient des grands chasseurs et aussi ils consomment beaucoup de viande. Et on peut voir que c'est plutôt des viandes d'animaux terrestres, les bisons, les rennes, les chevaux.
Et dans d'autres endroits, hein, il y a aussi un peu de consommation d'animaux marins, hein, si j'ose dire. Par exemple, des animaux qui sont échoués sur les plages, les mammifères marins, hein, qui sont échoués sur les plages et qu'ils consommaient. Donc, grâce à ces études, vous voyez, grâce au tartre. Vous savez, on a la chance, ils ne se lavaient pas les dents. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ils ne se lavaient pas les dents, donc il y a du tartre. Et on analyse ce tartre. Et c'est comme ça qu'on découvre des choses extraordinaires sur leur alimentation. C'est-à-dire qu'on voit que au niveau de l'alimentation, il y a plus de végétaux qu'on ne le pensait aussi. Voilà, il y a des Néandertaliens qui mangeaient des rhizomes de nénuphars. Moi, je savais même pas que ça se mangeait. On a aussi des Néandertaliens qui consommaient des graminées sauvages, donc l'ancêtre de nos céréales, mais pas crues, cuits. Donc, évidemment, là, ça change un peu l'image des Néandertaliens, parce que si on les imagine en train de manger une galette de céréales, vous voyez, c'est pas la même chose que de les voir manger une grosse viande crue. Donc, tout ça commence énormément à changer. Et ces méthodes, pour revenir aux femmes, à ces dames de la préhistoire, elles ont permis de montrer qu'il n'y avait pas de différence d'alimentation au paléolithique. Il n'y en a pas. L'alimentation des femmes et des hommes est la même. Il n'y a pas une différence, comme on va le voir plus tard. Et même dans les périodes historiques, même il n'y a pas si longtemps, même chez nous, il n'y a pas si longtemps, hein, en revenant grand-mère, où on disait, le garçon, il doit manger un petit peu plus, hein, puis surtout un peu plus de viande. Donc, et là, on l'a pas. On n'a pas. C'est pour ça que là aussi, c'est important de voir que tout ce qui ferait penser à une domination masculine dès cette période-là sur les femmes, on n'a pas de preuves archéologiques du tout. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être même une preuve inverse. Parce que je pense que vous voyez tous ces petites statuettes, ces petites Vénus, comme on les appelle, hein, ça a été donné par là aussi, vous savez, c'est les premiers préhistoriens qui se sont intéressés à l'art, c'était des préhistoriens, hein, à part une femme, c'était l'exception. Sinon, c'est vraiment qu'un regard masculin sur toutes ces petites Vénus. Donc, évidemment, on lui a donné le nom de Vénus. Et donc, toutes ces petites statuettes, hein, des fois très très belles, sur ivoire de mammouth, etc. Là, c'est intéressant parce que dans l'art paléolithique, on va dire qu'il va commencer vers 36 000 ans, voilà, à peu près, hein, avec la grotte Chauvet. Peut-être vous avez entendu parler de cette magnifique roc en Ardèche. Donc, on va dire jusqu'à 14 000 ans. Là, il y a un art paléolithique, donc c'est très intéressant, qui va se développer. C'est essentiellement des animaux, que ce soit des sculptures ou que ce soit sur les peintures. Hein, vous vous rappelez à Lascaux, les grands aurochs et tout. Mais quand il y a des humains, 80-90% des représentations de ces humains sont des représentations féminines. Hein, c'est des silhouettes féminines, c'est des vulves, hein, c'est le sexe de la femme. Ce sont bien sûr ces statuettes, et notamment ces Vénus. Donc la femme est très présente, le féminin est très présent. Donc, pourquoi? Mais parce que, imaginez-vous, vous êtes dans cette nature, vous êtes un chasseur-cueilleur, voilà, vous chassez votre bison, etc., vous faites ça. Vous êtes des petits groupes, hein, il y a entre 30 et 50 personnes. Ce qui va compter, c'est pour bien vivre. Il ne faut pas dire survivre. Ils vivaient, ils ne survivaient pas, ils vivaient. La vidéo était en suspens. Voilà. Ce qui compte, c'est la compétence. C'est-à-dire, c'est celui qui sait faire telle chose, celle qui sait faire telle autre, et tout ça, c'est pas comme maintenant, enfin, comme on l'envisage maintenant, en disant les hommes faisaient ça et les femmes faisaient ça, pas du tout. Et surtout, c'est l'enfant. L'enfant est au centre. Pourquoi il est au centre? Parce que c'est lui qui va perpétuer le clan. Hein, quand il va grandir et tout, il va prendre la succession, hein, il va transmettre les valeurs du clan, les histoires, les mythologies du clan, les légendes des clans. Donc, vous voyez, c'est très important. Et comme ça, la femme, puisque c'est elle qui donne naissance à ses enfants, donc, à mon avis, elle n'était pas du tout considérée comme inférieure, mais au contraire, à l'égal de l'homme, voire peut-être même pour ça précisément, même supérieure. Et alors, par rapport aux compétences,
Il y a quelque chose qui fascine tout le monde, c'est ce qu'on a appris récemment, que les femmes participaient aussi à la chasse. Notamment, on parlait donc des récentes analyses, de ce que la science permet de savoir aujourd'hui. Chez les Néandertaliennes, par exemple, des traces d'usure au niveau du coude qui indiquent des mouvements de lancer de saguet, on suppose, répétés. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui nous paraît fou, qu'on n'a pas du tout appris à l'école, les femmes chasseresses d'ailleurs, comment les nommer? Alors, donc c'est vrai que c'est une grande question importante, parce que là aussi, le cliché de la préhistoire, c'est les hommes à la chasse, les femmes à la cueillette, et en fin de compte, on s'aperçoit que c'était peut-être plus diversifié. Hein, c'était, comme tu disais tout à l'heure, en fonction des compétences. Et notamment, pour nous, c'est de trouver quels sont les indices. Et en fin de compte, très souvent, je dois vous le dire, il n'y a pas d'indice. Mais il n'y a pas d'indice pour dire que c'est un homme. On ne sait pas, on a un beau biface, vous voyez, un bel outil, un beau biface, là, bien symétrique, vous voyez, très beau, et tout. Moi, je peux vous dire de quelle période c'est, si c'est un acheléen, si c'est un biface moustérien, c'est fait par les Néandertaliens, si c'est un droitier, un gaucher, éventuellement, si toute la chaîne opératoire pour faire ça à partir du caillou, hein, de base. Mais moi, je peux pas vous dire qui tenait. Voilà. Qui tenait les deux cailloux qui vont frapper pour faire ce... Je peux pas vous le dire. Parce qu'on peut pas le savoir. Et avant, on disait toujours, c'est l'homme. C'est réglé. mais on peut pas. C'est-à-dire que moi, il faut être raisonnable, il faut dire ça peut être l'homme et ça peut être la femme. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas du tout dire que les femmes ont tout fait. C'est simplement dire que là, vous avez pas de preuves. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que beaucoup ont été regardés le mode de vie des derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Tout à l'heure, je vous parlais des Bushmen, là, avec qui j'ai vécu. Et dans beaucoup de peuples, chez beaucoup de peuples comme ça, chasseurs-cueilleurs, on s'aperçoit qu'il y avait une division sexuelle du travail, comme on dit. Vous voyez, des tâches. C'est-à-dire que les hommes faisaient telle tâche, les femmes telle autre. Et notamment, la chasse était réservée aux hommes. La chasse, pas toute la chasse avec un objet tranchant. C'est-à-dire la chasse où la blessure fait couler le sang. Vous pouvez, les femmes, on disait, les femmes peuvent chasser des petits animaux avec des gourdins, les prendre au collet, les prendre au terrier, tout ça. Voilà, les assommer, mais pas de faire couler leur sang. Bon, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que c'est vrai que majoritairement. Mais surtout, c'est une erreur de voir ça comme ça, au niveau scientifique. Pourquoi? Mais parce que ces personnes, ces chasseurs-cueilleurs, eux aussi, ils ont 10 000 ans d'histoire. Pourquoi pensez-vous que vous, en 10 000 ans, on a évolué et eux, ils n'auraient pas évolué? Évidemment que ce ne sont pas des hommes préhistoriques. Ce ne sont pas des humains préhistoriques fossilisés comme ça, qui n'ont pas bougé depuis 10 000 ans. Non, ils ont changé, ils ont évolué, ils ont leur façon de voir le monde, la structure sociale, c'est-à-dire l'entente les uns avec les autres, tout ça a probablement, comme partout, changé. Pourquoi voulez-vous qu'ils fassent pareil? Donc je pense que dans ces cas-là, autant on peut dire au niveau de la technique, ou de l'économie, c'est comme les préhistoriques, ils chassent, et ils font la cueillette, ils chassent, ils font la collecte, etc. Donc c'est quelque chose qui peut paraître préhistorique, archaïque, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire comment est-ce que le gibier était partagé, qui chassait, etc. Les mythes autour de ça, vous savez, ça crée beaucoup de mythes, la chasse, les animaux et tout ça. Tout ça devait changer, comme nous, ça a changé. Pourquoi voulez-vous qu'il ne change pas? Donc ça, je pense que c'est à mon avis une erreur de vraiment, là aussi, calquer le modèle des chasseurs-cueilleurs actuels sur les hommes préhistoriques. Parce que je trouve d'abord que c'est un peu méprisant. Et je n'aime pas la hiérarchisation. Je n'aime pas ce que je disais tout à l'heure au XIXe siècle, cette façon de concevoir les femmes inférieures, certaines races inférieures, etc. Non, non, non. Voilà, il y a des différences, mais la différence ne veut pas dire inférieur ou supérieur. C'est différent. Voilà, parce que c'est un autre monde. Il ne faut pas calquer sur ces humains préhistoriques ce que nous on vit ou ce qu'on pense comme ça. Non, c'est quelque chose qui est autre, qui est différent. Donc il faut chercher les vrais indices scientifiques. Et quand on les a pas, on dit je ne sais pas. Voilà, on dit pas non, c'est l'homme. Voilà. Par exemple, je prends un exemple sur les peintures. Pendant longtemps, on nous a rabattu les oreilles en disant les femmes préhistoriques n'allaient pas dans les grottes. Elles vivaient bien sûr
devant les grottes, hein, parce que là aussi, les humains des cavernes, les hommes des cavernes, non, on vit devant, sur la terrasse ou à l'entrée des grottes. On ne va pas dans des couloirs très sombres, sauf pour faire certaines choses comme peut-être des rituels ou des peintures, mais on ne vit pas hein, dans les grottes. Ça aussi, ça fait une image populaire. Il y a beaucoup de campements en plus en plein air, hein, avec des tentes ou avec des os de mammouth, etc. Bref. Et là, on disait, ah non, alors bon, je sais pas pourquoi, hein, mais j'allais pas au fond des grottes. C'était comme ça faisait partie des supposés, voilà. Et puis d'un seul coup, on a découvert qu'il y avait plein de mains qui étaient des mains féminines. C'est-à-dire que vous savez, on a des mains, soit on a des mains positives, c'est-à-dire que voilà, je mets autour de ma main, je la remplis et tout. C'est vraiment quelque chose de positif, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'empreinte de la paume et tout. Soit je fais un système de pochoir, ce qu'on appelle une main négative, hein, c'est-à-dire que je crache tout autour, par exemple du pigment, et j'enlève ma main, et donc vous avez la main. Bref, toutes ces images ont été analysées et ont montré quoi? Que il y avait des mains féminines, des mains masculines, c'est pas une question de taille, hein, c'est vraiment des mesures très complexes, et des mains d'adolescents, filles ou garçons, ça on peut pas savoir, mais des mains plus jeunes. Voilà. Alors, pourquoi voulez-vous que là, il y a les mains féminines, à côté il y a un cheval, et certains disent, le cheval a été fait par l'homme. Ah bon? Mais alors, elles ont mis leurs mains, puis hop, elles sont parties, et elles n'auraient pas fait le cheval qui est à côté. Je rigole, mais pour moi, c'est un peu fou, c'est un peu stupide comme raisonnement. Je pense qu'on peut émettre l'hypothèse. Les mains, on est sûr que c'est féminin, et on peut émettre l'hypothèse avec quand même une certaine argumentation que le cheval qui est à côté, comme à Pechmerle, hein, je pense aussi de Pechmerle dans l'autre, eh ben, que c'est peut-être là une femme qu'elle a fait. C'est peut-être les femmes là qui ont laissé leurs mains, qu'on fait. Pourquoi penser que c'est forcément des hommes? Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de preuves, on dit automatiquement c'est les hommes. Et quand j'ai commencé à discuter au sujet de ce livre, mais même des journalistes très célèbres, dont je tairai le nom, tout de suite disent oui, mais comment vous pouvez le savoir? Et alors moi je leur dis, mais expliquez-moi comment vous savez que ce sont des hommes qui n'ont pas Lascaux. On peut pas. On ne sait pas qui est le burin, le pinceau en poil de blaireau, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, c'est ouvert. Donc ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être les deux. Voilà. Donc, et je pense que c'est ça qu'il faut faire changer. Parce que je pense que l'on trouve que ce qu'on cherche. J'ai beaucoup travaillé sur Néandertal, vous savez, c'était la même chose. Néandertal, c'était le sous-homme, c'était nul, c'était rien, machin, sapiens. Voilà. Et j'ai beaucoup œuvré, depuis 2006, mes premiers livres sur les Néandertaliens, beaucoup œuvré pour montrer que ça change. Et maintenant, d'ailleurs, beaucoup veulent être Néandertal et plus Cro-Magnon, hein, Raon. Donc c'est amusant, parce qu'il faut pas. Pour moi, il n'y a pas de différence. Toujours pas de hiérarchie. Voilà, ils sont différents. Et puis, Sapiens n'est pas mieux, Sapiens n'est pas pire. Je déteste ça. Il faut absolument pas hiérarchiser. Il y a des différences et c'est tant mieux. Et donc voilà, c'était la même chose. J'arrivais pas à dire, mais attendez, vous allez jamais trouver si vous pensez qu'il peut pas le faire. Bien sûr. Alors que dès que vous commencez à dire c'est possible, vous ouvrez le champ des possibles, vous ouvrez les hypothèses, et là vous trouvez. Et je suis persuadée, vous allez voir. Les études de genre, en tout cas, même si c'est pas les études de genre vraiment, ces études, ce nouveau regard vont permettre de voir des choses. Vous comprenez? Et de pas rester, voilà. Et c'est simplement peut-être nos futurs chicas qui veulent savoir comment devenir au culturel. Alors, je peux en profiter pour donner la parole à Océane, puisque vous êtes très réactifs, c'est super. Hop. Oui. Il y a plusieurs questions, merci de les avoir posées. Et on parlait de sexisme qui peuvent biaiser les recherches. Et il y a des sœurs et des livres qui vous demandent plus particulièrement comment vous avez contré le sexisme au sein de votre carrière et si vous auriez des conseils à donner pour une jeune fille qui voudrait faire aussi ce métier. Alors, moi je remercie ces questions parce que c'est aussi très important dans le métier. Hein. Alors, je suis un peu personnellement là, je n'ai pas eu à souffrir de ça, parce que si vous voulez, c'est un parcours et un caractère que j'ai, voilà, pas facile diront certains, mais moi je dis simplement du caractère, et donc c'est vrai que j'ai pas eu personnellement, même si j'ai dû des fois remettre certaines personnes à leur place, j'ai pas eu vraiment à souffrir.
La seule chose que j'ai constatée, si vous voulez, par contre, qui est vraie, mais ça a tendance à changer, le CNRS, parce que je suis directrice de recherche au CNRS, je co-dirige une grande équipe de recherche en préhistoire et en géologie du quaternaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a ce qu'on appelle le phénomène de gouttière. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a maintenant au CNRS, à l'entrée, on va dire que ça s'équilibre. Il y a autant de filles que de garçons, surtout dans nos disciplines anthropologiques, un peu moins dans les sciences dures où ça reste masculin, mais quand même, en géologie, moi, il y avait quand même plus de garçons quand j'ai fait mes études que de filles. Mais tout ça commence à s'équilibrer au CNRS. Mais par contre, c'est-à-dire que plus on va monter dans la hiérarchie, plus là, les femmes deviennent de moins en moins nombreuses. Et à la fin, pour diriger des grandes équipes de recherche, des grandes UMR, ou diriger tout, ça a pris du temps. Et là, on se retrouve avec les pourcentages qu'on connaît, des 15, des 20%. Donc, il y a ce phénomène gouttière, ça a des fuites le long de... Et moi, je connaissais pas, j'ai une dame qui m'a appelé. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et surtout sur... Là, où je voudrais dire quand même que ça bouge aussi et que malheureusement, même dans notre métier, il y a des associations, notamment je pense à une association qui s'appelle Peytatruel, où malheureusement sur les chantiers de fouilles, là, on avait des fois des machos, il faut dire le terme, c'est-à-dire des gars qui non seulement font des jeux de mots un peu lourds, etc., des petites tapes sur les fesses, et surtout aussi, bien sûr, ça, il faut absolument pas le faire. Mais en plus aussi, même s'il n'y a pas ça, des fois, quand on voit la vaisselle, c'est plutôt fait souvent par les femmes, certaines tâches, c'est plutôt fait par les hommes, notamment aller faire des sondages. Donc on voit, je me suis aperçue, grâce à ce livre et grâce à ces rencontres que j'ai faites avec les débats, les associations, qu'il y avait un peu de souci. Et donc, on est très vigilant. Et là, je fais partie justement de cette vigilance parce qu'on fait toute une enquête. Donc, que ça cesse. D'abord, il n'y a pas d'harcèlement à avoir. Et puis même, cette espèce voilà, il y a des tâches nobles, des tâches moins nobles. Non, tout le monde fait pareil. Mais personnellement, comme j'ai moi-même monté les projets, moi-même monté des fouilles en Crimée, par exemple, ou du travail en Crimée. Bon, moi, j'ai jamais fait ça avec mes étudiants, moi, j'ai jamais fait ça avec mes fouilleurs. Donc, comme j'étais la chef, entre guillemets, enfin, c'est moi qui avais, donc, évidemment, je n'avais pas au-dessus et je pouvais mener ça comme je l'entendais, et bien sûr que ça se faisait pas du tout sur mes chantiers. Alors sinon pour continuer, il faut faire donc cette jeune personne qui veut faire de l'archéologie, il faut. Je crois que c'est enrichissant. Voilà. Je crois que c'est quelque chose qui apporte beaucoup et c'est un métier aussi qui permet de donner beaucoup. Ça sera les mots de la fin déjà. Malheureusement, c'est passé trop vite, mais c'était passionnant. Si vous avez envie d'en savoir plus, enfin je dis si, mais c'est plutôt une évidence, comme vous avez envie d'en savoir plus sur les femmes préhistoriques, on vous recommande évidemment le livre de Marilène dont vous parlez, L'homme préhistorique est aussi une femme, chez Allary, qui est captivant. Si comme moi vous n'y connaissez rien à la préhistoire, vous allez apprendre plein de choses. Vraiment, c'est très grand public, c'est très bien écrit, mais voilà, vraiment c'est pour tout le monde. Pour vos chicas, vos chicots, on vous recommande Qui était Néandertal, donc toujours de Marilène. C'est donc chez Bayard et c'est adapté pour les enfants. C'est des questions très simples. Par exemple, est-ce que les hommes et femmes de Néandertal avaient des prénoms? Voilà, c'est très concret et c'est une super entrée en matière également. Et puis évidemment, Marilène qui dit en chica, ça on est ravis. Voilà, donc chica vite avec notre dossier spécial femmes préhistoriques. Et vous en saurez plus sur le métier d'archéologue et ses travers sexistes malheureusement à l'intérieur, puisqu'on a eu l'énorme chance d'interviewer Laura Marie, qui est la fondatrice du projet Peytatruel dont parlait Marilène. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous Marilène. Au revoir. Au revoir.